Bonjour Gwen Rio. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement directrice de la relation client chez Viking. C'est quoi votre job? Alors effectivement, je suis directrice de la relation client chez Viking du groupe Raja. Depuis tout récemment, mon job c'est de transformer la relation client chez Viking et de remettre au devant de la scène le fanatical customer service, l'esprit de l'excellence de la relation client que Viking avait auparavant, qui a été perdu. Et là, on est en train de transformer toute l'organisation, les processus, les outils en Europe, donc sur 7 pays, pour remettre au cœur de tous nos clients et les servir avec un niveau d'excellence qu'on avait avant. Alors, c'est quoi votre histoire et votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, c'est d'avoir oscillé vraiment entre le conseil et la relation client. J'ai un peu le cœur entre les deux. Le conseil parce qu'on aide, on aide à transformer, on aide à réparer, on aide à améliorer. Et puis la relation client parce que c'est mon métier de cœur, le métier que j'avais pas prévu et qui m'est tombé dessus. C'est comme un coup de foudre et qui m'a animée tout au long de ces 25-26 dernières années. Et finalement, il y a vraiment un parallèle entre les deux, entre le conseil. Et aujourd'hui, je fais un peu les deux, en fait, encore un peu de conseil et en même temps dans la relation client. Quelles ont été les sociétés dans lesquelles vous avez été? Alors, j'ai démarré en fait ma carrière en Irlande dans une société qui s'appelait Digital Equipment Corporation à l'époque, qui est devenue Compaq ensuite, donc informatique, et c'est là où j'ai mon premier rôle dans la relation client. Ensuite, je suis partie justement dans le conseil dans une société de conseil française, mais qui m'a emmenée à l'étranger parce que du coup j'avais un profil plus international. Et puis je suis après être partie 3 mois en Australie pour changer d'air, et puis c'était un défi avec des amis. Je suis revenue en France et là j'ai retrouvé, ça m'est encore retombé dessus, du travail dans une société d'assurance, d'assurance sur les moyens de paiement qui s'appelait Transax. Et puis ensuite, j'ai retravaillé pour une filiale d'Accenture dans la musique digitale et les contenus digitaux. Voilà. Et puis ensuite, chez Raja, pendant 8 ans, où j'étais directrice de la relation client. Et dernièrement, donc j'ai quitté Raja en 2019 pour créer ma société de Rocket to the Moon, pour accompagner justement les sociétés vers l'excellence de la relation client, notamment, mais aussi l'excellence managériale, parce que je trouve que les deux vont en même temps. Et puis dernièrement, donc, je retravaille maintenant pour le groupe Raja, puisque Viking fait partie du groupe Raja, tout récemment en tant que directrice de la relation client pour Viking. Quelles sont les 2 dates les plus marquantes pour vous? Je dirais que c'est une question qui n'est pas simple. Il y a plein de dates qui me viennent à l'esprit, mais finalement, les 2 dates les plus marquantes pour moi, je vais dire, c'est les dates de naissance de mes 2 enfants, 2003 et 2007. Parce que en fait, avant, je dis toujours que mon premier métier, c'est d'être maman. Et mon deuxième métier, c'est de faire tout ce que je fais à côté et qui me passionne. Et je pense qu'il faut trouver un très juste équilibre entre les deux et pas oublier l'un, pas oublier l'autre, et réussir à mener les deux de front. Et donc, importance pour moi d'avoir ces 2 dates clés. Alors enfant, vous rêviez de quel métier? Alors, enfant, je rêvais de plein de choses, mais plus au niveau enfin, quand j'étais vraiment adolescente, quand il a fallu choisir, je me suis dit, je vais faire kiné, j'adorerais faire kiné. Et parce qu'on aidait les gens, parce qu'on réparait les gens, parce qu'il y avait plein de belles choses et voilà. Et donc ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être, j'aurais pu être kiné. Et puis aussi, je crois que j'ai eu un moment où j'ai préparé le concours pour être aiguillère du ciel aussi. Donc voilà, des choses différentes. La vie, enfin, je pense que la vie est une somme une suite d'opportunités qui arrivent. Et puis finalement, je me suis retrouvée dans la relation client.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de cette relation client? Ce qui m'a fait tomber dans la marmite de la relation client, c'est que j'ai fait donc une partie de mes études en Espagne, l'autre partie en Irlande, avec un diplôme français quand même. Et quand j'ai terminé mon master de Sciences Po en Irlande, je me suis dit, je reste en Irlande parce que je faisais de la planche à voile en Irlande. Et donc, j'ai cherché un boulot en Irlande. Donc, j'étais trilingue. Et donc, ce qui m'a été proposé pour mon profil, c'était d'être agent, en fait, dans un centre de relations clientèle à Galway, près de la mer, où je pouvais faire de la voile. Et j'ai commencé comme ça. En fait, je suis tombée comme ça et j'ai adoré tout de suite. Et puis très rapidement, je suis devenue team manager, superviseur, responsable du service. Et puis en fait, voilà, je pense que c'est comme ça que je suis tombée dedans. Je n'avais pas du tout prévu de faire de la relation client. J'avais fait une école de commerce avec plutôt des spécialités finance et logistique, master de Sciences Po européen, et après, finalement, me retrouver dans la relation client comme ça. Et j'ai adoré, et je ne regrette pas une seconde d'être tombée dans la marmite de la relation client. Alors, quel est l'avenir de l'homme dans l'expérience client? Je pense que l'avenir de l'homme, il est très important. Déjà, l'humain est très important dans l'expérience client, dans la relation client, dans l'expérience client. On n'a pas suffisamment, je trouve qu'aujourd'hui, on capitalise pas suffisamment sur notre facteur humain. On est dans un monde en perpétuelle évolution, on digitalise énormément, et tant mieux. Toutes les actions, les activités à moindre valeur ajoutée pour le client, il faut donner l'opportunité au client d'être en self-service, d'être en autonomie sur ses actions, qu'il a, toutes ces interactions qu'il a avec une entreprise. Et après, mais dès qu'il a un besoin un peu plus important ou qu'il se sent plus à l'aise avec le digital, il faut lui donner l'opportunité de parler à un humain et de travailler avec un humain. Maintenant, le problème, c'est que il ne faut pas que finalement cet humain, il ait le niveau du digital, il doit aller beaucoup plus loin, il doit faire preuve d'expertise, il doit faire preuve d'autonomie pour trouver des solutions adaptées aux clients, contextualisées, personnalisées, et donc c'est un vrai métier. Donc l'avenir de l'humain, il est important, mais ça veut dire que ce métier-là, il a de la valeur énormément. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne valorise pas suffisamment ces métiers-là. On les laisse à un niveau finalement assez basique dans les entreprises encore, alors qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de plus en plus, qui mettent la relation client au cœur de leur stratégie, de leur processus d'entreprise, de leurs valeurs même. Et finalement, les gens qui travaillent dans la relation client, ils ne sont pas suffisamment valorisés, ils ne sont pas suffisamment formés, on ne leur fait pas suffisamment confiance. Et je pense que là, il y a vraiment un développement à faire du facteur humain dans la relation client. Et effectivement, je pense que ces profils-là, il faut les faire monter, mais avec le cœur. Quel héritage souhaitez-vous laisser? Qu'est-ce que je laisserais? Je pense que ce que je laisserais, c'est une trace d'énergie, de passion, quand on fait quelque chose, il faut le faire avec passion. Et je le disais à mes équipes là, de Viking récemment, je leur disais, si vous n'aimez pas ce métier, changez de métier. Si vous le faites, faites-le avec passion. Ça change tout, en fait, finalement, pour le client. Donc, pour moi, ce n'est pas un job. Et même si, quand moi, j'ai fait finalement, c'était mon premier job, là, de tomber dans la relation client, mais en vrai, ce n'est pas un job, c'est un vrai métier. Donc, non, je veux laisser cette énergie, cette passion et cette envie aussi de changer le rôle des managers dans la relation client, parce que c'est passionnant d'être manager dans la relation client, pour qu'ils soient là pour développer aussi le potentiel humain, la capacité humaine dans la relation client, qui est très, très important. Donc, c'est un peu la trace que j'aimerais laisser. Avez-vous des regrets? Peut-être le regret de ne pas avoir fait kiné et peut-être ostéo après. Et je pense que j'aurais été un bon kiné, une bonne ostéo peut-être pour accompagner des équipes sportives ou des gens qui ont besoin simplement de se sentir plus à l'aise, mieux. Mais c'est un regret fugace en fait, parce que
parce que je suis très très heureuse de ce que j'ai fait aussi. Donc, voilà. Avez-vous une belle expérience client à nous partager? Alors j'ai plein d'expériences clients. Ça se bouscule quand je pense à expérience client à me partager, mais s'il y avait un fil conducteur vraiment entre ces expériences, c'est la relation humaine, le fait de créer, de connecter avec quelqu'un, ou que ce soit fluide, hein, d'une certaine fluidité de relation euh, avec la marque. Ça me fidélise énormément. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai changé d'assurance auto et maison, et également j'ai pris j'ai fait faire des travaux à la maison, et j'ai une femme de ménage nouvelle aussi. À chaque fois, j'ai choisi des marques qui avaient des relations clients d'exception. Et en fait, parce que je ne suis pas déçue, et que quand je les appelle, je suis sûre que ça va bien se passer. Et d'ailleurs, je leur dis, hein, je dis, si je vous ai choisi, c'est pour ça. Je le dis à chaque fois. Parce que c'est important, et c'est important de valoriser aussi les gens justement qui livrent cette relation client, de leur dire merci. Et si vous avez gagné des prix, élu service client de l'année ou autre, c'est que ouais, vous êtes au top, quoi. Et ça, je veux le sentir dans la relation. Et pour moi, c'est vraiment un choix à faire. Alors, vous êtes né la même année qu'Elon Musk. Alors, quelles sont vos méthodes de réussite pour mener à bien toutes vos missions et atteindre la Lune? Atteindre la Lune. D'abord, Elon Musk, pour moi, je le cite souvent dans mes formations au leadership en tant que rêveur. Donc, il faut avoir des rêves et rêver d'aller sur la Lune. Ou quand je vois Thomas Pesquet aussi, si vous avez lu dans la combi de Thomas Pesquet, où on voit ce petit bonhomme qui rêve déjà avec ses cartons d'être dans un avion. Et en fait, finalement, des gens qui ont des rêves comme ça, ils vont loin. Donc, je pense qu'il faut rêver. Et moi, la méthode que j'ai pour aller sur la Lune, c'est rêver, faire des petits pas, parce que je ne me vois pas physiquement aller sur la Lune. Dans mes rêves, oui, mais pas physiquement. Enfin, dans mes rêves, c'est une image, hein, parce que je n'ai pas la volonté de mettre le pied sur la Lune. J'aurais fait autre chose si j'avais vraiment eu ce rêve-là. Mais en tout cas, d'avoir des grands rêves, après faire des petits pas, et de temps en temps s'arrêter, faire le bilan, de dire quel chemin j'ai parcouru. Et j'en suis où aujourd'hui, et de se dire, well done, c'est bien. Et voilà, se contenter aussi de ces petits pas, et après de se retourner et puis dire, alors c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le prochain rêve, et de continuer inlassablement. Donc la méthode, c'est rêver, y aller, faire des petits pas, être audacieux, et aussi regarder autour toutes les opportunités qu'il y a, se faire surprendre, et puis choisir le chemin, être un peu aventureux, un peu audacieux aussi de temps en temps. Donc, ouais. Et c'est ce que j'essaye de proposer à la fois avec mes équipes, avec mes clients, avec Rocket to the Moon, et trouver un juste équilibre entre le travail quotidien, les opérations, l'organisation, et puis aussi voilà, ses rêves, ses accomplissements, ce développement constant. Donc voilà, Elon Musk, un grand rêveur, il fait plein de choses. Voilà, après, j'ai pas d'autres commentaires sur l'homme. Alors, c'est quoi votre truc pour décompresser le week-end? Pour décompresser le week-end, alors en ce moment, alors je dirais, il y a plein de choses. Un fil conducteur, peut-être, c'est aussi c'est le sport en général. Donc j'ai couru pas mal avec. Alors, chez Raja, on avait la chance d'avoir une équipe de marathoniens. Donc voilà, opportunité. Pouf, je me suis mis à me faire des marathons. C'était génial. Ça donnait aussi un super sens dans l'entreprise. Donc la course à pied, super bien pour décompresser, pour visiter aussi quand je me balade dans une nouvelle ville ou autre. Voilà, je vais courir, et j'ai vu les choses différemment. Je me suis perdue dans des petites rues que j'aurais jamais visitées autrement. Donc j'aime bien ça. En ce moment, je me suis mise au golf parce que je trouvais que c'était. Je m'étais toujours dit, quand je serai vieille, je ferai ça. Alors je ne sais pas si je suis vieille, mais en tout cas, ça me donne envie aujourd'hui de faire quelque chose avec un objectif. Il y a un peu de compétition, c'est sympa, on rencontre des gens hyper sympas, et puis voilà, on est en plein air, c'est très chouette. Donc je décompresse pas mal là-dessus, et puis un peu de théâtre.
du temps avec mes enfants, d'aller un peu faire du vélo, voilà, des choses simples, pas très complexes. Alors, qu'est-ce qui vous motive le matin? En fait, je ne sais pas ce qui me motive le matin, mais moi, je n'ai jamais de problème pour me lever le matin. Quand j'ai démarré d'ailleurs avec ma propre société, je me suis dit comment je vais faire pour... Au début, on n'a pas de clients, on n'a pas de projet encore, enfin, on a plein de choses à faire, mais pas de choses vraiment structurées. Et donc, le matin, j'ai lu le bouquin de Robin Sharma qui s'appelle The 5 AM Club, donc un livre qui préconise de se lever à 5 heures du mat et d'avoir sa première heure à soi en séquence de 20 minutes. Et alors, se lever le matin à 4h55 pour être debout à 5 heures, c'était pas simple les premiers jours. Et puis après, voilà, il y avait de la motivation et de me caler ce temps le matin au début, hein, parce que j'ai perdu la routine maintenant, malheureusement peut-être, mais au début, ça m'a vraiment aidé à me focaliser. Voilà, après, moi j'ai toujours le matin, j'ai toujours plein de choses à faire tous les matins, donc voilà, j'aimerais bien avoir moins de choses à faire. Alors, quels sont vos modèles dans la vie? Les modèles, les mentors, c'est ça, des modèles des personnes. J'en ai plusieurs. Alors, il y a toujours des gens extrêmement positifs, toujours des rêveurs, des gens qui ont envie d'aller loin, mais aussi qui gardent énormément de simplicité. Je suis allée voir il y a quelques années à Bercy une femme absolument extraordinaire, Madame Obama, et c'était euh, fabuleux de voir cette femme toute simple qui racontait toute son histoire et qui accompagne non seulement le président, mais qui a son identité à elle et qui a fait vraiment des grandes choses. Et vraiment avec beaucoup de simplicité, en sachant d'où elle vient, en restant connectée à l'humain. Donc Michelle Obama, c'est une de mes modèles, je dirais. Des femmes... alors récemment, on en a beaucoup parlé avec le film de Simone Veil, mais sur Simone Veil, j'avais lu son livre Une vie. Je suis allée me recueillir devant son corps lorsqu'elle est décédée. C'est une femme aussi qui est absolument magnifique, qui a fait faire des progrès pour les femmes en France, mais aussi qui a une histoire absolument incroyable et une volonté. Winston Churchill dit never, never, never give up, mais vraiment, c'est ça, ce sont des gens qui ont toujours tenu à leurs idéaux et qui se sont battus, même parfois en famille, enfin, pour leurs idéaux, quoi, contre la famille, parfois pour leurs idéaux. Donc voilà, j'ai des mentors comme ça. Robin Sharma aussi, qui est un mentor que j'adore, que je suis. Voilà, et je vais parler de Thomas Pesquet avant aussi. Alors Thomas Pesquet, moi j'étais comme une gamine quand il est parti sur l'ISS, j'étais comme une gamine. Ce gars-là, j'admire énormément. Donc voilà, je suis une des anonymes complètement fan de Thomas Pesquet. Donc voilà, tous ces gens-là, soyons positifs, ambitieux et puis heureux aussi. Quel est votre film préféré? Alors, moi, j'aime bien rire, j'aime bien la comédie. Alors, les jeunes générations ne vont pas se reconnaître trop dans peut-être les deux films que j'aime particulièrement. La vie est un long fleuve tranquille, que je pense que j'ai vu quand j'étais encore teenager, que j'avais pas encore 20 ans. Et puis Le Père Noël est une ordure aussi, qui sont des films pour moi marquants. On a des images, on a des citations qui nous reviennent de ces films. Je pense qu'ils ont marqué, en tout cas ma génération. Ils l'ont énormément marqué. Et puis voilà, c'est drôle, c'est bien fait. Voilà. Alors, quelle est votre musique du moment? Alors, ma musique, j'écoute malheureusement pas beaucoup de musique. J'aime bien me laisser porter. Je peux allumer une radio et je me laisse porter par la musique. Mes enfants écoutent beaucoup de musique, donc je m'intéresse aussi un peu à la musique qu'ils peuvent écouter. Ils commencent à aller à des concerts et autres.
mais je vais écouter, moi, plus des podcasts, en fait. Je vais même me balader ou voilà, je mets mes écouteurs, même pour courir, et j'écoute des podcasts de gens inspirants. J'apprends plein de choses grâce aux podcasts. Et je l'envoie même à mes clients en disant, écoute c'est vraiment chouette, ça fait écho à ce qu'on s'est dit dans une séance de coaching ou dans une formation. Il y a plein d'exemples de personnes qui vont parler de leur vie, de leurs expériences, qui sont à prendre en compte et desquelles on peut apprendre. Donc voilà, moi j'aime bien écouter d'autres parler de leur expérience. Alors, quelle citation vous correspond le mieux? Alors, en ce moment, je suis en plein dans la transformation, justement, avec mes équipes chez Viking et dans le changement. Et je parlais de cette citation avant-hier à un de mes managers, et je leur disais, ouais, le changement, sur le changement, justement, et je donnais cette citation qui est, donc Robin Sharma en anglais, je vais d'abord la donner en anglais, qui est, il parle du changement en disant « Change is difficult at the start, messy in the middle, and beautiful at the end ». Et en fait, c'est ça, c'est que le changement, c'est difficile, c'est compliqué, ça demande des efforts, ça demande un objectif vraiment bien déterminé, et puis, mais à la fin, on sait que ça va être bien. Et là, on est dans le dur, là, en ce moment, pour nous, notre transformation chez Viking. C'est difficile pour mes équipes. Et en même temps, je leur dis, mais vous voyez, là c'est dur pour tout le monde, on bosse comme des fous. D'ici quelques mois, on se retournera et on se dira, hey, on a réussi à faire tout ça. Et là, on est en haut de la montagne, donc c'est cool, quoi. Donc je pense que c'est ça qui est bien, c'est de dire, il y a de l'espoir, la lumière, elle est là. Bon, après, mais ça ne s'atteint pas comme ça. Donc c'est difficile, c'est le bazar, et c'est normal. Mais ça sera bien après. Alors, quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes générations? Le message que je souhaite laisser, c'est vraiment faites les choses avec passion, voilà, et ouvrez les yeux. La vie, elle est belle. En France, enfin, moi j'ai eu la chance vraiment d'être 5 ans en Irlande, et en Irlande, les gens sont super positifs. Leur histoire est pas facile, mais c'est des gens qui sont jamais découragés non plus. Ils ont toujours une volonté de regarder la vie du bon côté. Ils n'ont pas beaucoup de soleil, et pourtant, dès qu'il y a un rayon de soleil, ils sont en train d'en profiter au maximum. Donc ouais, il faut arrêter de râler. Il faut vraiment regarder ce qui va bien et construire à partir de ce qui va bien. Et quand il y a quelque chose qui va bien, on ne le change pas. Même dans une organisation, hein. Moi, des fois, je fais des audits. Je me dis, ça marche bien. On ne le bouge pas. On ne change pas. On va changer ce qui ne va pas bien. Mais commençons pas à transformer ce qui va bien. Capitalisons sur ce qui va bien. Regardons toutes les qualités des gens et capitalisons là-dessus, plutôt que nos collaborateurs essayer de les faire sans arrêt évoluer sur des choses qu'ils n'aiment pas. Regardons ce qu'ils aiment et ce qu'ils font bien, et puis faisons-les grandir là-dessus, et ça va être génial, quoi. Donc ouais, faire les choses avec passion, regarder ce qui va bien et construire à partir de ce qui va bien. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir Gwen? Alors j'ai beaucoup couru avant, je parlais de marathon, moins maintenant, mais l'image de courir, je pense que c'est d'aimer la vie, d'essayer de transmettre aussi ce plaisir de la vie. Et puis, ouais, c'est pas toujours facile, on se prend des murs, mais on avait fait aussi, du coup, avec mon entreprise, on avait fait la Spartan Race, où il faut passer des obstacles, il faut grimper sur le mur. Et ben, on se prend le mur, c'est difficile. Mais à plusieurs, on peut réussir à grimper le mur. Donc voilà, ce qui me fait courir, c'est simplement que tout est possible. Donc voilà, et puis il faut prendre ce qui vient avec enthousiasme et positif. Alors, pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or? Alors, sur le livre d'or, j'ai laissé une citation de Saint Jean Bosco qui parle peut-être d'une forme de management, en tout cas qui fait écho à notre posture de manager. Et cette citation, elle dit ton exigence sans amour m'oppresse, ton amour sans exigence m'accable. Seul ton amour exigeant me permet de grandir. Et pour moi, c'est ça. Il faut apporter du soutien vraiment à nos équipes, les aimer, leur apporter du soutien. Mais aussi être exigeant, parce que si on n'est pas exigeant,
il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de fun, il y a pas, voilà, c'est ensemble qu'on arrive à grandir. Donc, c'est une belle citation pour moi. Eh bien, grand merci Gwen pour ce moment plein d'énergie et de passion. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour le prochain checkpoint sur Anews Experience Client. Merci.